Philippe Rigoulot, moi je suis directeur de la Maison des Adolescents du Gard, qui représente ce matin le collectif GEPLO. Ravi de vous accueillir pour cette seconde matinée de travail et d'échange. Le collectif GEPLO, c'est un collectif de maisons des adolescents d'Occitanie. Voilà, cette idée d'un collectif de maisons d'Occitanie qui se sont lancées dans des expérimentations autour de la possibilité d'articuler le travail qui se construit entre maisons des adolescents et réseaux de psychologues libéraux exerçant sur des territoires, dans ce souci d'ouvrir et de faciliter l'accès à des espaces d'élaboration psychique pour des adolescents en souffrance sur les territoires. Donc en Occitanie, on a lancé ces expérimentations, certaines depuis plusieurs années, d'autres de manière beaucoup plus récente. On se retrouve aujourd'hui avec une soixantaine de psychologues libéraux engagés et déjà un peu plus de 380 adolescents qui ont bénéficié de ces prises en charge et qui ont construit des parcours. Ça représente un peu plus de 3700 consultations chez des psychologues libéraux à ce jour. Et notre intention, voilà, c'était ce matin, comme hier matin, de partager avec vous les premiers enseignements de ces expérimentations pour essayer de comprendre un peu ce qu'on a fait depuis ces derniers mois, d'essayer de le comprendre à travers les retours que nous en font les psychologues, les adresseurs, les adolescents eux-mêmes, et c'est de comprendre aussi dans la confrontation de ces expérimentations avec ce que vous pourrez en dire, vous aussi ce matin de votre place. Hier matin, on a ramassé un petit peu des enjeux autour de la création de ces dispositifs et les conditions de mise en place de ces dispositifs-là, avec toutes les difficultés, la temporalité que ça suppose, qui est une temporalité un petit peu longue, parce qu'il y a des enjeux, on a vu des enjeux d'acculturation réciproque sur une représentation partagée commune de ce qu'est la souffrance psychique des adolescents, des besoins qui sont les leurs et des cadres dans lesquels une prise en charge peut s'exercer dans le respect de la déontologie de chacun des corps de métier qui interviennent finalement dans ces prises en charge. Hier, donc, nous étions nombreux. Aujourd'hui, voilà, on est déjà à 78 participants. Je salue, comme c'était le cas hier, la présence de l'Agence régionale de santé Occitanie qui accompagne ces dispositifs en Occitanie depuis le début. Et nous aurons en fin de cette matinée une prise de parole de Madame Chauma, qui est directrice de santé publique au sein de l'ARS Occitanie. Aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle on va essayer de traverser avec vous la poursuite du parcours d'un adolescent. Là, on a vu la condition de création d'un dispositif et puis les premiers temps d'évaluation. On va poursuivre sur cette partie évaluation et aborder la question de la prise en charge elle-même et de ce que ça vient ensuite générer du côté de la pratique du collectif des psychologues, de l'articulation avec la MDA, de l'articulation via l'interface d'un coordinateur ou d'une coordinatrice qui vient animer ces différents espaces-là. C'est une matinée dans laquelle on va aussi partager des outils avec vous. Donc, dans le chat, moi, je vais m'appliquer pendant que mes collègues travaillent à l'animation de ce dispositif. Moi, je vais vous partager dans le chat un certain nombre d'outils qu'on veut mettre vraiment à votre disposition, y compris pour que vous nous en fassiez des retours critiques. Et donc, n'hésitez pas, à la fois du côté des dispositifs Écoutez-moi et puis de ce qu'on a construit ici en Occitanie. Voilà, un certain nombre d'outils qu'on va vous partager, vous laisser. Vous pourrez les regarder pendant cette matinale, mais aussi au-delà, sachant que voilà, ce qui s'ouvre pour nous, c'est ce que je finissais par dire hier, c'est vraiment cette période-là. Il nous reste 18 mois ou 16 mois jusqu'à la fin 2022. Notre intention, c'est vraiment de faire fonctionner ces dispositifs en Occitanie de la manière la plus optimale possible, en fonction aussi de vos retours, et de vous donner rendez-vous fin 2022 pour un second temps dans lequel on aura une restitution un peu plus complète de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre pendant ces dernières années, et pour essayer d'en tirer vraiment des enseignements assez globaux en vue d'un déploiement, d'une extension, d'une généralisation ou d'une discussion avec d'autres dispositifs un peu du même acabit, et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait désormais avec ça. Donc voilà, je nous souhaite des matinales encore riches ce matin. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour prendre le temps de participer à ces échanges-là. Et je vous rappelle qu'on est voilà, la posture qui nous anime, c'est bien celle de partager ce qu'on a construit, de le soumettre à votre regard, d'échanger autour de tout ça pour qu'ensemble on puisse avancer dans la compréhension
ce qui nous semble souhaitable en termes de mise en place de dispositifs structurants pour l'avenir en direction de la souffrance des adolescents sur les territoires. Voilà, ce matin, comme hier, on a deux parties dans la matinée. Une première partie qui va être animée par la MDA 31 avec Florence Fondriest, et une seconde partie qui va être animée par la MDA 31 avec Florence Fondriest qui prend ses 2 temps d'animation, sauf si elle est fatiguée, et dans ce cadre-là, ce sera Ingrid qui prendra la suite. À chaque fois, vous le savez, on a 2 temps d'exposé, un temps de débat avec une première intervention d'une MDA expérimentatrice écoutez-moi pendant ces temps de débat. Et le chat est là pour ramasser également toutes vos questions. Voilà, je me tais et je passe la parole à Florence pour lancer la matinée. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Donc, je suis Florence Fondriest, responsable de la Maison des adolescents du 31. Juste pour présenter un tout petit peu, c'est dire que nous, dans l'expérimentation des psychologues, on a commencé à lancer le dispositif au mois de juin, en fait, à la construction du dispositif, et on a fait appel aux psychologues, et là, on a 21 psychologues qui sont dans le dispositif. Et là, on commence à faire des orientations. Donc, c'est nouveau pour l'équipe, hein, c'est nouveau pour tout le monde, comme tous les dispositifs qui se lancent. C'est pas immédiat. Et donc là, petit à petit, on va pouvoir orienter des jeunes vers ce dispositif. Voilà. Donc, on est vraiment au tout début de la démarche. Donc, ce matin, le programme, en fait, il va y avoir donc une intervention de la MDA du 30-11 et Aurélia sur les fiches d'évaluation. Coordination psychologue-agresseur, construction d'une évaluation croisée et décision de l'inclusion. Ensuite, une autre intervention sur les réunions cliniques et formations partagées, l'avis d'un collectif de psychologues. Et c'est à ce moment-là, après, qu'on aura du temps pour débattre. Et il va y avoir la MDA 68 qui nous fera part de son expérimentation du dispositif Écoutez-moi. Voilà, donc là, je passe la parole à la MDA 30-11 et Aurélia. Je ne sais pas trop dans quel sens vous allez intervenir. Je vous laisse la main. Merci. Donc, je suis Aurélia Laval, je suis la psychologue de la Maison des ados de l'Aude à Narbonne. Et là, je vais vous parler. Alors, on va parler à 2 voix avec aussi Daniel Garcia qui, lui, est dans le Gard. On travaille, comme hier, vous avez remarqué, sur 2 dispositifs différents. Moi, je suis donc on développe chez nous le GEPLO et dans le Gard, c'est le dispositif à venir, donc dont Daniel est coordinateur. Donc moi, je vais vous parler depuis ma récente place à la Maison des ados. Je vais vous parler un peu de notre cadre de fonctionnement et de nos intentions dans l'équipe, dans la communication avec les psycholibéraux et le réseau. Je ne sais pas si Christelle Hortala est dans les parages, mais du coup, Christelle, je compte aussi sur toi pour compléter si tu voyais qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé. Et Daniel aussi, je compte sur toi en soutien au cas où. Voilà. Pas de souci. Tu m'entends, Aurélia? Oui, super. Merci beaucoup. Pas de problème, je suis là. Voilà, maintenant que je suis en sécurité, je peux commencer. Donc, comme on a évoqué hier, nous, à la Maison des ados dans l'Aude, on avait réfléchi à l'inclusion des jeunes selon les mêmes critères que la Maison des ados en termes d'âge, c'est-à-dire 11-21 ans. Et après, pour travailler l'orientation, en fait, et la dimension clinique, en fait, parce que on a à cœur de faire du cas par cas quand même et de donner du sens à ces orientations qu'on veut pas mécaniques, mais qu'on veut s'inscrire vraiment dans une continuité de parcours. On se réunit tous les mois avec l'équipe et on a un point inclusion. C'est lors de notre réunion de service où chaque membre accueillant et écoutant de l'équipe présente les situations des jeunes pour lesquels il pense utile l'inclusion au GEPLO. Et donc, la décision est discutée collectivement. Il y a plusieurs parcours possibles. Le plus souvent, on propose plusieurs numéros de psycholibéraux, soit en précisant la spécialité, le lieu d'exercice ou les caractéristiques du psychologue, de la psychologue. Souvent, c'est des questions territoriales, en fait. C'est-à-dire que dans tel secteur, il n'y a pas tant de psychos qui sont dispo et on va orienter selon. Mais on peut aussi orienter selon les spécialités ou selon l'évaluation que nous, on aura faite.
du coup, on peut, comment dire, notre fonctionnement nous autorise une certaine souplesse, c'est-à-dire que comme on est peu nombreux et qu'on se connaît assez bien, c'est assez facile pour nous de s'appeler, en fait, comme on en discute entre nous dans l'équipe. Et puis, en fonction des questions, soit qu'on se pose sur la pertinence de l'orientation, ou si on est assez sûr de nous, on va solliciter les psychologues directement, en fait. Alors, pardon, hop. Donc voilà, selon les situations, le psy libéral peut être sollicité directement par la psycho de l'équipe pour une présentation de la situation du jeune, mais on est aussi dispo pour des infos complémentaires si le psycho libéral le souhaite. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que certaines familles formulent d'emblée le souhait d'un accompagnement psychologique à la maison des ados, puisqu'on a été repéré une consultation psycho accessible avec pas de délai d'attente. Voilà. Et des fois, ces demandes-là, elles ont été élaborées déjà en amont par nos partenaires, soit avec la psycho de l'Éducation nationale ou au CIO ou d'autres adresseurs. Et là, pour nous, c'est une indication aussi intéressante pour orienter directement vers le GEPLO quand la demande elle a été élaborée déjà, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est déjà entamé, on ne va pas entamer le suivi. Nous, on va orienter plutôt directement sur le GEPLO. Et donc, pour orienter, on fait ce premier entretien d'accueil, on présente le GEPLO et si tout est en place, on reçoit à nouveau pour procéder à l'orientation. Par ailleurs, et selon certaines situations, on peut choisir de maintenir un lien du jeune avec la maison des ados si on travaille sur une thématique particulière, notamment, je pense, à des questions d'accès aux droits ou des questions liées plutôt à une question spécifique que nous, on traiterait. On peut quand même proposer une orientation vers le GEPLO avec nous qui serions en complément de la prise en charge par le psycho-libéral. L'idée, c'est toujours quand même de maintenir le lien entre à la fois la famille et le psychologue. Donc, et puis après, il y a d'autres situations d'orientation, c'est quand il n'y a pas forcément un tableau clinique majeur, mais où on sentirait que que la situation elle peut être vraiment profitable, que l'orientation elle peut être profitable pour le jeune, que ça pourrait être positivement investi, là on s'autorise aussi à orienter. Donc en fait pour l'instant nous on n'a pas élaboré de fiche navette d'outils précis comme on peut avoir développé avec d'autres partenaires concernant l'orientation. Mais déjà parce qu'on est peu nombreux et que les situations, pour l'instant, on les a vraiment traitées au cas par cas. Donc, soit c'est nous qui avons pris contact avec le psycho, soit c'est la famille qui a pris contact avec le psycho, puis le psycho est revenu vers nous ensuite. Ou alors on s'est croisés dans une autre réunion avec un psycho et on a pu parler de la situation. C'est-à-dire que comme on est un réseau assez serré, finalement, pour l'instant, les psychos avec qui on fonctionne, on s'autorise à être assez spontané comme ça dans notre manière de nous solliciter mutuellement. Voilà, le nombre réduit à la fois de psychologues sur le qui participent au dispositif sur la totalité du territoire audois et notre dynamique d'équipe nous autorise donc cette souplesse de fonctionnement. Donc, notre intention à la Maison des ados et dans le cadre du GEPLO, c'est vraiment de faciliter et de fluidifier le parcours des jeunes et de leur famille concernant leur santé psychique et d'essayer de conserver le sens. Donc, de pas nous engager sur un suivi quand on voit qu'on peut l'orienter en premier lieu. Cette manière-là de fonctionner, ça implique de nombreux allers-retours avec tous les participants de l'accompagnement de l'ado. Et puis, effectivement, le fait d'être peu nombreux et de maintenant commencer à pas trop mal connaître nos partenaires, ça rend ce fonctionnement assez facile, quoi. Enfin, facile. On n'a pas besoin de s'armer d'une panoplie d'outils. En fait, on arrive à maintenir quand même des relations et du sens dans la communication. Pour nous, par contre, en interne, on a mis en place
un tableau Excel qui nous sert de tableau de bord en fait pour qu'on utilise à chaque fois qu'on fait cette réunion de point inclusion. Donc oui, on utilise un tableau Excel qui nous permet de faire le point chaque mois, de savoir où on en est des orientations qu'on a faites, des suivis, et puis de pourquoi pas prendre des nouvelles des anciennes orientations, ou si on n'avait pas reçu par exemple les factures. Enfin, ça nous permet c'est un outil de suivi pour nous. Voilà. Donc notre idée, c'est que on a l'intention de nourrir le lien avec les libéraux en proposant d'inviter les participants, parce que il y a cette question de l'orientation, mais après c'est comment on fait vivre les relations entre nous et comment on essaye de renforcer justement ce lien. Donc nous, on s'est dit que on avait envie d'inviter les psycholibéraux à chaque fois que on fait des événements qui sont ouverts au public, enfin les amener aussi à participer à la vie de la maison des ados. Donc là, je pense que dans l'assemblée, il doit y avoir quelques personnes avec qui on travaille. Enfin, je serais ravie aussi d'avoir votre témoignage concernant le travail qu'on fait ensemble. Évidemment, on sera aussi disponible pour discuter des situations ou proposer des infos sur les thèmes liés soit à l'adolescence ou sur le réseau. Et voilà, on a l'idée que plus on se connaît, et plus il est facile de nous solliciter mutuellement, et puis d'être solidaires aussi et de nous soutenir dans le cas de situations complexes. Donc, appuyé sur ça, on travaille à développer ce maillage et puis renforcer les liens avec les psys sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà à peu près donc l'idée, c'était là de dire que pour l'instant, on en est au début de ce fonctionnement-là, donc on est en, je dirais, rodage. Je parle sous ton contrôle, hein, Christelle, mais on expérimente. Il y a des choses qui arrivent à se mettre en place et on a l'idée de renforcer. Pour l'instant, pas appuyé avec des outils qu'on aurait mis en place, mais plutôt autour de ce maillage de réseau, en fait, et renforcer ces relations-là entre les professionnels. Oui, tu as tout à fait, Aurélia, tu as très bien expliqué notre partenariat. C'est vrai que nous, ce qui était vraiment important sur la maison des ados de l'Aude, et comme dans toutes les maisons des ados, j'imagine, c'était le lien avec les psychologues libéraux pour que vraiment cet échange soit fluide, soit simple et qu'on puisse discuter, échanger sur toutes les situations et diverses problématiques. Après, le dispositif chez nous également a débuté à partir de janvier. Donc, on avait démarré un petit peu avant pour solliciter tous les psychologues libéraux et on a pu avoir aux alentours aujourd'hui, on a 20 ou 21 psychologues qui est dans le dispositif. Et aujourd'hui, quand même, on a un bon retour et un bon échange. On rencontre des psychologues en direct sur la maison des ados. On a un lien quand même assez privilégié et surtout Aurélia qui pilote le dispositif à merveille. Et voilà, donc qui gère ça d'une main de maître. Donc c'est parfait, Aurélia, tu as très bien résumé notre travail. Merci. Après, l'idée, en fait, surtout dans la communication, c'est comme c'est un peu ce qu'on évoquait hier. C'est difficile de partir, il me semble, sur un fonctionnement figé, quoi. C'est-à-dire que les 5 séances, elles sont absolument utiles et nécessaires, mais en même temps, si on réduit le dispositif à ces 5 séances, on perd le sens aussi. L'idée, c'est vraiment de se servir, de mettre les outils qu'on a, donc ces 5 séances, ce financement possible, au service de la santé psychique de l'ado. Ça a l'air banal, mais en même temps, ça nous demande, une certaine souplesse, en fait, pour pouvoir évaluer avec le psycho. Là, par exemple, récemment, on a eu la situation d'une jeune fille qui a été orientée vers une psychologue libérale et l'engagement c'est bien, la relation s'est bien tissée, le travail a commencé et la psycho est revenue vers nous pour nous demander si on pouvait prolonger. Et voilà. On vous entend plus là, Aurélia. Est-ce que Stéphanie, tu veux prendre le relais ou Daniel peut-être pour voir un peu ce point de connexion?
Donc, pour faire la suite avec ce qu'Aurélia a déjà partagé, je vais présenter un petit peu aussi comment fonctionne le dispositif Avenir par rapport à cette question de l'évaluation et quels outils on a pu mettre en place pour que cette évaluation et la communication, encore une fois, circulent entre les différents acteurs qui ont été autour de la situation de l'adolescent. Donc là, je vais demander à Philippe si tu peux partager le schéma par rapport à la triangulation des partenaires à tout le monde. Ça sera un peu plus parlant, je pense, d'avoir un repère visuel. Comment il s'appelle ce schéma? Schéma de triangulation. Merci. Donc, c'est un schéma très simple, mais qui a vocation d'expliquer un petit peu comment se fait l'évaluation et quels sont les échanges entre les différents acteurs de dispositifs Avenir. Donc, je rappelle qu'Avenir est un dispositif qui a un petit peu des particularités par rapport aux autres dispositifs qu'on a pu voir, notamment par rapport à l'évaluation qui se fait en tripartie, on va dire, et qui se fait aussi à distance, qui est une particularité. C'est-à-dire que moi-même, en tant que psychologue coordinateur, je n'ai jamais de contact avec le jeune ou avec la famille directement, mais je suis plutôt un soutien et un accompagnement pour les professionnels sur le repérage et sur l'évaluation pour ensuite l'orientation vers un psychologue. Et à rappeler aussi que sur Avenir, pour l'instant, on n'a pas de limite en termes de temps de suivi par rapport à d'autres dispositifs dont on a pu entendre parler depuis hier, ce qui fait que l'évaluation n'a pas tout à fait la même place aussi, puisqu'elle peut prendre place à différents, par exemple, à des moments importants pour commencer le suivi, mais aussi une évaluation pourrait être refaite si, par exemple, un jeune a eu un premier suivi pendant 6 mois, pendant une année, et puis si 2 ans après, un autre professionnel repère le jeune en difficulté, une évaluation pourrait prendre place à ce moment-là aussi à nouveau. Donc, pour commenter un petit peu ce schéma, pour le rendre un peu clair, donc la demande de départ part du jeune ou d'un parent qui repère son enfant en difficulté. Il peut formuler une demande auprès d'un professionnel qui va être adresseur à ce moment-là. Donc, un professionnel, c'est extrêmement large, c'est-à-dire que ça peut être un professionnel de l'éducation nationale, ça peut être un professionnel de la psychiatrie ou pédopsychiatrie, ça peut être un des psychologues du dispositif aussi, ça peut être aussi les centres médico-sociaux et tous les travailleurs sociaux qui y repèrent, des éducateurs de prévention spécialisés. Bref, tous les professionnels qui peuvent repérer un jeune entre 11 et 21 ans sur le territoire qu'on a ciblé dans le Gard, où voilà, il y a des signes de vulnérabilité, de fragilité chez ce jeune qui pourrait nécessiter du coup un accompagnement. Du coup, dans un second temps, le professionnel adresseur va entrer en contact avec le psychologue coordinateur et ensemble, il va y avoir une évaluation commune de la situation à partir de ce qu'a repéré le professionnel. Et puis ensuite, la décision d'une orientation soit dans le dispositif Avenir, soit à l'extérieur du dispositif. Et à partir de là aussi, s'il y a une inclusion, on voit qu'il y a des liens entre le psychologue coordinateur et le psychologue en libéral qui fait partie du dispositif Avenir. On va pouvoir se mettre en lien sur le contexte de la demande à partir du moment où le psychologue a été contacté pour un premier rendez-vous par la famille ou le jeune. Et puis, il va y avoir des échanges tout au long aussi de l'accompagnement qui pourront prendre place, par exemple, pour échanger sur le suivi, sur des aspects cliniques ou sur le besoin, par exemple, de réorienter quand une situation, par exemple, de phobie scolaire devient plus prégnante et qu'il y a besoin de venir orienter l'accompagnement vers une autre prise en charge. Et donc, on voit bien que là, au travers de ça, il y a vraiment une triangulation pour la situation du jeune, où il y a les acteurs de terrain qui vont être en lien avec le jeune, et puis le psychologue coordinateur qui va être là dans un temps de recul, on va dire, mais quand même en lien sur la situation pour finalement échanger et puis se baser sur une évaluation commune de la situation. Et du coup, qui va se faire, comme je disais, à distance, donc avec cette particularité-là, par téléphone ou par mail, avec un des professionnels. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs écoutes aussi qui vont pouvoir se faire. L'adresseur qui va orienter le jeune va le faire de sa place, de sa fonction et de l'institution qu'il représente. Donc ça va être
pour moi, dans ma place, à entendre aussi de ce qui est de l'ordre du jeune, de sa demande, du parent qui peut être en difficulté et aussi de l'adresseur qui lui-même peut être aux prises avec une situation dans laquelle il peut se sentir dépassé ou sentir une certaine fragilité et ne pas savoir exactement comment y répondre. Et donc, ça va être tout un travail aussi de repérer avec ce professionnel en fonction de là où il parle, où est-ce qu'on se situe par rapport à la demande du jeune. Et donc, ça va être aussi repérer avec bien sûr le professionnel quels sont les signes, les symptômes qu'il a pu repérer, et puis interroger aussi, par exemple, ce qu'il a pu entendre de la dynamique familiale, de la situation sociale par rapport au questionnement du financement des séances. Alors, pas parce qu'on limite cette question pour l'inclusion, mais parce que c'est intéressant, je trouve, de savoir est-ce que ce parent avait envisagé, par exemple, une prise en charge libérale ou pas, par rapport à la dynamique familiale et à l'investissement psychique déjà présent chez les parents, par exemple, pour leurs jeunes. Il va aussi s'agir d'essayer de saisir déjà les enjeux qui peuvent être liés à la prise en charge. Par exemple, est-ce qu'on est dans une demande institutionnelle, par exemple, de l'infirmière scolaire qui dit, voilà, c'est un élève qui met très à mal le collège et donc on l'oriente vers Avenir parce que on pense qu'il a besoin d'une prise en charge, mais finalement, il s'agit plutôt de venir canaliser quelque chose qui se joue dans l'institution, ou est-ce que par exemple l'enfant est plutôt porte-symptôme ou pris dans un conflit de loyauté dans le cadre d'une séparation parentale et où du coup le parent vient déposer une demande, mais il s'agit plutôt finalement d'un parent qui peut être difficulté sur la situation qui se joue dans la dynamique familiale ou la dynamique de couple, et entendre déjà un petit peu ces situations-là comme on le ferait dans une maison des ados, finalement, en recevant directement le professionnel ou le parent ou le jeune. Et puis, bien sûr, il va y avoir l'évaluation qui va se faire en fonction des critères qu'on a mis en place avec les psychologues du dispositif et puis à la maison des ados, sur la limite géographique, par exemple, de l'inclusion, sur la mise en place avec les psychologues en fonction de la spécialité des psychologues, comme le disait Aurélia. Voilà, on a aussi ces critères-là qui peuvent entrer en jeu. Et puis, bien sûr, sur le type de problématique clinique où il y a certaines problématiques quand il y a une demande sociale, éducative, ou quand il y a une demande qui serait à prendre en charge du côté de la pédopsychiatrie, par exemple, où là, bien sûr, il y aurait une réorientation à penser directement là à partir des premiers échanges avec l'adresseur. Et puis, donc, cette évaluation, la troisième partie, ça va être une évaluation faite par le psychologue à venir, qui va avoir un temps sur 3 séances pour rencontrer le jeune et les parents et faire une évaluation clinique de cette situation. Et c'est cette évaluation qui finalement va avoir le plus de poids parce que c'est elle qui va dire si effectivement on se situe bien dans une situation qui peut être accompagnée dans le dispositif ou bien si c'est une situation qui doit être réorientée pour tous les critères qu'on a pu citer. Donc c'est vrai que l'évaluation va être aussi pour le psychologue l'occasion de la création de l'alliance thérapeutique avec les premiers aspects transférentiels qui vont voir ou non se manifester. Et donc, ça va être aussi l'occasion de voir où se situe vraiment la demande. Est-ce que le jeune est dans la demande de continuer sur un accompagnement et le cas échéant, du coup, sur un nombre de séances qui va pouvoir être donné, pas forcément pour limiter la prise en charge, comme je disais, mais plutôt pour jalonner, on va dire, la prise en charge à ce moment-là. Donc, l'évaluation du psychologue, bien sûr qu'elle pourra prendre appui sur l'évaluation que moi j'ai déjà pu faire en tant que coordinateur, mais aussi que l'adresseur a pu faire. Et donc, dans l'idéal, ça aurait été de lui donner tout le contexte de cette demande pour qu'il puisse s'appuyer dessus par rapport à l'évaluation qu'il va pouvoir faire dans les entretiens qu'il aura avec le jeune et les parents. Ensuite, peut-être Philippe, est-ce que tu peux montrer la fiche d'évaluation pour que tout le monde puisse voir à quoi ça correspond peut-être? Donc, à la suite de l'évaluation que vont faire les psychologues du dispositif, ils vont remplir une fiche d'évaluation qui va être un document qui va nous aider à la maison des ados pour avoir un aperçu des signes qui ont été repérés par le psychologue et que on est bien d'accord sur un repérage commun, que c'est bien une situation qui peut être prise en charge dans le dispositif, ou alors que justement il y a besoin d'une réorientation, ce que peut indiquer le psychologue dessus. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de critères qui apparaissent là dans
l'évaluation. Alors, ces critères, justement, on est en pleine reconstruction et on a déjà le projet avec les psychologues de les affiner et de les retravailler. Donc voilà, on reste dans une démarche d'évaluation et d'affinage aussi de ces critères d'inclusion. Et donc sur cette fiche aussi, il y a l'occasion de dire, voilà, est-ce que c'est une prise en charge adaptée ou non? Est-ce qu'il va falloir réorienter le jeune? Et ça nous permet d'avoir trace pour chaque situation de l'évaluation qui a été faite par le psychologue. On peut indiquer par exemple, le jeune n'est pas en demande, et puis le psychologue peut inscrire librement aussi un certain nombre de choses. Tel jeune vient dans tel contexte demander un accompagnement dans telle situation, ou alors ce jeune n'est plus en demande après l'évaluation, qui peut être présenté aussi l'évaluation comme un premier temps de rencontre avec un psychologue sans forcément s'engager tout de suite à un suivi plus conséquent, et ce qui peut avoir beaucoup de sens dans certaines situations pour des jeunes qui se sentent pas encore dans la demande, on va dire, claire, ou alors qui peuvent aussi se dire que peut-être 3 séances c'était suffisant, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. S'il y a des questions par rapport à ces fiches ou d'autres outils, n'hésitez pas, bien sûr, à nous en faire part dans le temps d'échange et de débat qu'il y aura ensuite. Peut-être que ce que je vous propose, c'est de passer donc à la prochaine intervention sur les réunions cliniques et formations partagées, l'avis d'un collectif de psychologues. Donc, c'est encore Daniel qui va faire cette intervention. Et comme ça, après, on passera à la discussion et l'expérimentation de l'MDS 68. Alors, c'est vrai qu'on a la chance avec Avenir d'avoir pu constituer un vrai collectif de psychologues, puisque l'expérimentation Avenir, elle a commencé à partir de... Alors, sa création a commencé vraiment à partir de fin 2016, où la première coordinatrice psychologue, Lucie Pauvarel, a eu tout ce travail de mise en place du dispositif et de rencontre des psychologues sur le territoire de Bagnols-sur-Cèze, et où ça a été un temps très important de création de liens, d'alliance aussi entre Maison des ados et puis ces psychologues. Et ça a été l'occasion de constituer un collectif où après, moi en tant que psychologue coordinateur, quand je suis arrivé 2 ans après, j'ai pu continuer après sur cette dynamique déjà bien amorcée autour de psychologues très engagés autour de la santé mentale des adolescents, puisque pour donner un chiffre, je crois que c'est à peu près 80% des psychologues de ce territoire qui se sont inscrits dans le dispositif Avenir, avec 12 psychologues jusqu'en 2018, et puis ensuite 3 psychologues qui nous ont rejoints après avoir entendu parler du dispositif Avenir et s'installer en libéral. Donc c'est vrai que on a vraiment ce sentiment de quelque chose qui s'est créé avec des psychologues qui ont eu beaucoup d'engagement, et que je remercie encore une fois d'ailleurs pour cela, parce que c'est vrai que ça repose énormément sur la force de leur engagement aussi, ce collectif. Donc à partir du coup de cette création de dispositif, ma collègue Lucie Pauvarel a d'abord pris le temps pour créer ce collectif, de rencontrer chaque psychologue dans une démarche de construction en présentant l'idée du dispositif Avenir, c'est-à-dire avoir des prises en charge financées par la Maison des ados pour des jeunes, à orienter vers eux en tant que psychologue, et est-ce qu'ils souhaitaient participer à cette expérimentation avec tout ce que cela pouvait impliquer. Et donc, cette vie de psychologue va prendre place à partir de ce moment-là, où les différents psychologues vont s'inscrire du coup dans un collectif et mutualiser aussi leur pratique autour de la question des jeunes et de leur accès à des prises en charge. Donc, à partir de là, effectivement, ça va être déjà de la co-construction, puisque il va y avoir déjà des temps d'échange en réunion où les psychologues vont pouvoir travailler ensemble sur, par exemple, quels critères d'inclusion vont pouvoir être retenus pour permettre l'orientation vers le dispositif Avenir, quels sont aussi le cadre et le fonctionnement à mettre en place avec les psychologues, entre les familles et puis les psychologues, et le dispositif qui vient vraiment jouer un rôle de tiers aussi par rapport à ces accompagnements. Quels sont les outils à créer avec les partenaires aussi pour communiquer sur le dispositif, son fonctionnement, et puis les outils pour avoir des liens avec les psychologues, entre la Maison des ados, le coordinateur et puis les psychologues. Donc tout ce travail d'outils qui a été fait
avec cette première coordinatrice et les psychologues, qui déjà a pu créer un sentiment de vide collectif parce qu'il y avait d'emblée l'idée de co-construire avec les psychologues, bien loin de l'idée de leur imposer un fonctionnement, c'était partir de leur pratique et trouver un fonctionnement qui viennent pas s'immiscer dans leur pratique, mais qui viennent plutôt à partir de leur pratique co-construire quelque chose pour associer les psychologues et toujours dans le but de faciliter aussi les prises en charge pour les adolescents. Et je dirais que la vie du collectif, avant de passer par ces temps aussi collectifs du coup d'échange, c'est d'abord au travers des liens réguliers qu'il peut y avoir avec la maison des ados, où moi très régulièrement je vais avoir des liens entre les psychologues. Il va y avoir beaucoup de liens avec moi en tant que psychologue coordinateur, et je crois que c'est d'abord dans ces échanges-là au niveau individuel que il va y avoir la création de ce sentiment de collectif, parce que même si les psychologues ne se connaissent pas forcément entre eux et ne se côtoient pas en dehors de ce cadre-là, il va y avoir le partage autour des situations et autour d'un coordinateur qui va faire relais et qui va faire lien entre les psychologues, où chaque psychologue peut m'interpeller pour des situations rencontrées, pour des questions pratiques aussi sur le dispositif, ou parce qu'il y a des nouvelles situations et il y a besoin d'échanger sur l'orientation d'une situation, par exemple, ou pour que moi je puisse, par exemple, leur partager le contexte d'une demande qui a été faite par un adresseur et qu'ils vont recevoir bientôt. Donc tous ces échanges-là, ils mettent le coordinateur dans un rôle de lien entre les psychologues et aussi dans un rôle d'interface. Je crois que ça a été un mot utilisé par une des psychologues du dispositif hier. Donc aussi un rôle d'interface entre les psychologues et la maison des adolescents, ce qui permet aussi de faire le lien entre l'institution, si je peux dire, et puis le travail en libéral. Moi, en tant que psychologue, dans ce lien individuel et ce lien collectif, je vais pouvoir partager avec les psychologues toutes les ressources qui sont connues à la maison des ados, dans ce rôle d'interface, dans ce maillage partenarial, pour les communiquer avec les psychologues quand c'est utile. Par exemple, le contact d'un professionnel, d'un acteur de terrain qui peut être saisi par eux, d'une association qui peut être spécialisée sur telle ou telle prise en charge, ou alors aussi sur les formations en ligne, sur des articles qu'on a pu avoir, dont on a pu avoir ressources sur un colloque. Tout ce qu'on a comme ressources à la maison des ados, on va pouvoir le partager avec les psychologues. Et ça, c'est déjà aussi les inclure dans un collectif, leur dire que tout ce dont on a comme accès, tout ce à quoi on a accès, on va être dans la volonté de le partager avec eux et de les rendre vraiment acteurs aussi du coup, co-construction de la maison des adolescents, de cette pratique-là. Bien sûr, les psychologues peuvent aussi s'appuyer sur le coordinateur pour des questions de mise en lien avec d'autres professionnels, ce qui peut être très utile pour aussi avoir ce sentiment de collectif, c'est-à-dire de venir porter sa parole, non pas de sa place de psychologue en libéral, où je contacte par exemple le CMP, le CMPEA ou une autre institution, mais je vais le faire au travers du coordinateur qui lui représente aussi ce collectif de psychologues et la maison des adolescents, et ce qui peut avoir un poids supplémentaire quelque part, puisqu'on est repéré comme étant partie d'un collectif et d'un travail de partenariat, ce qui peut donner un poids peut-être plus important par rapport à l'institution et qui peut éviter par exemple la rupture d'une prise en charge ou comment faire la transition et l'orientation d'une prise en charge vers une autre institution par exemple. Et là, ça peut avoir beaucoup de sens du coup de faire partie de la vie d'un collectif et d'être représenté, on va dire, par la maison des ados. Donc d'abord, il y a cette relation de confiance avec le coordinateur qui est un peu le liant, comme je disais, de cette vie de collectif, là où tous les psychologues ne se connaissent pas forcément en entrant dans le dispositif. Et c'est une fonction même, je pense, de la coordination, c'est faciliter la création de liens. Et c'est cela qui permet justement ce sentiment déjà de vie collective. Alors pour nous, pour Avenir, la vie du collectif des psychologues, elle passe aussi par des temps de réunion où là, il va y avoir vraiment cette incarnation du collectif de psychologues, où tous les psychologues vont être invités à se retrouver sur des réunions qui ont lieu tous les 2 à 3 mois. Et ça va être le but à plusieurs temps dans ces réunions-là. Mais le but, ça va être vraiment déjà d'incarner quelque chose du collectif où on est ensemble réunis autour de la question de la santé mentale des adolescents et du dispositif lui-même. Et c'est important de souligner que la MDA va encourager cette dynamique en finançant ces temps pour les psychologues
qui interviennent en libéral et donc qui prennent du temps où ils auraient pu être en consultation. Donc, ça nous paraissait important aussi d'encourager et de valoriser cela en finançant le temps où ils sont présents aux réunions. Donc, ces réunions sont l'occasion d'échanger sur des points très variés. Et pour moi, c'est déjà un temps où il va y avoir un espace d'entre-deux. Entre l'institutionnel, on va dire, et le libéral, c'est un espace d'entre-deux où il va y avoir cette interface pour penser aussi en dehors de sa pratique libérale, le dispositif amène à une pratique un peu nouvelle où on va se situer ni du côté institutionnel ni du côté libéral complètement. Et donc, c'est un temps et un espace, ces réunions, pour penser à ce que ça nous fait d'être entre les deux dans cette pratique nouvelle et de pouvoir la penser ensemble et la développer. Donc, c'est aussi un espace de méta-pensée dans laquelle on va pouvoir se dire, bah, tiens, le dispositif, comment est-ce que finalement, en tant que psychologue, on y intervient et aussi comment est-ce qu'on peut penser le dispositif dans l'accompagnement des jeunes, notamment le lien qui lie les adresseurs et les psychologues, la maison des ados et les psychologues, la relation, par exemple, entre les psychologues et les parents des jeunes qui viennent consulter, puisqu'il y a aussi ce tiers que joue le dispositif à venir et donc qui est important à venir discuter aussi par rapport à leur place en tant que psychologue. Et ça permet aussi, bien sûr, d'aborder la question du paiement des séances, l'impact de la gratuité sur l'implication dans les séances, comment on fait le lien avec les adresseurs en tant que psychologue. Voilà, toutes ces questions qui peuvent être discutées dans cet espace-là. Ces réunions-là, elles ont aussi vocation à être des espaces d'échange clinique où on va pouvoir entendre les enjeux aussi psychologiques qui sont dans les prises en charge. Et ça va être aussi, je pense, de ma place de psychologue, pouvoir aussi entendre qu'est-ce qui peut se jouer pour eux au travers des prises en charge et les questions qui peuvent se poser aussi sur penser parfois certaines problématiques avec quel bagage théorique ou clinique, donner aussi ce sentiment d'être ensemble réunis par la question adolescente, son vécu et ses souffrances, et puis pouvoir ensemble se dire comment on peut grandir dans cette qualité d'écoute et d'analyse de ces vécus-là. Et c'est aussi se dire que finalement, par essence, les problématiques adolescentes, elles sont aussi quelque chose de toujours nouveau parce que chaque génération d'adolescents va être prise dans un contexte social actuel qui va être différent de la précédente. Et donc, il y a toujours besoin de se réajuster sur ces problématiques-là et de venir les penser ensemble. Donc, ça va être aussi l'occasion d'échanger parfois sur des situations, sur des problématiques et de pouvoir les penser ensemble dans le but toujours de mieux saisir l'adolescence, sa famille, dans ce qu'ils viennent apporter et dire dans la pratique que ce soit maison des ados ou libérale finalement. La clinique en libéral, elle est souvent seule dans cet espace, donc il y a la possibilité d'ouvrir ce qu'on vit dans son cabinet de psychologue à des échanges avec des collègues qui partagent les mêmes vécus et de penser les pratiques du coup en lien avec aussi le territoire et quelles ressources peuvent être présentes sur le territoire. C'est aussi pouvoir s'interpeller au fur et à mesure et ça c'est ce qui je trouve est le summum quelque part de ce travail de coordination, c'est quand les psychologues peuvent s'interpeller les uns les autres en dehors d'un lien avec le coordinateur. C'est-à-dire que là, il n'y a plus besoin de passer par un coordinateur, mais il y a ce lien qui s'est construit entre les psychologues et qui font qu'ils peuvent s'interpeller aussi pour d'autres questions en dehors du dispositif. Et ça, pour moi, c'est la réussite. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une construction de liens et que le dispositif a facilité cela. Et puis une dernière chose par rapport à ces temps de réunion, c'est aussi le temps pour échanger des ressources dont les psychologues sont souvent très demandeurs pour pouvoir s'interpeller mutuellement et finalement se mettre en commun des ressources qui existent sur le territoire. On parlait en termes de prise en charge, ça peut être en termes de ressources théoriques aussi, mais ça peut être aussi par rapport à des orientations. Et c'est pouvoir s'interpeller sur, est-ce que vous connaissez un professionnel qui fait ce genre de choses et s'informer les uns les autres par rapport à leur pratique aussi en dehors du dispositif. Beaucoup de psychologues de notre dispositif interviennent dans des institutions et ça permet aussi qu'ils parlent aussi de cette place-là, parfois de quelles ressources existent dans ces institutions-là et qu'est-ce qui peut faire ressource pour des situations ou comment on peut penser même sa pratique de psychologue au travers du travail qu'on a en institution.
Et enfin, pour finir, en dehors de ces réunions, dire aussi que nous, actuellement, on est dans un projet avec le collectif des psychologues, mais aussi tous les partenaires d'avenir, de continuer à proposer des temps d'échange pour que s'incarne cette idée de collectif, pas seulement pour les psychologues, mais aussi pour tous les professionnels qui nous interpellent, pour qu'il puisse y avoir aussi cette incarnation encore plus poussée du fait de faire partie d'un collectif réuni autour de la question de l'adolescent et de sa souffrance. Et donc, ça va être aussi comment créer plus de liens autour de certaines problématiques. Donc, cette année, nous aurons 3 rendez-vous, un par trimestre, posés avec les partenaires et les psychologues sur des questions adolescentes. Et on veut aussi que ce soit pour encourager la rencontre avec les partenaires de terrain et faire corps ensemble face à ce que peut réveiller chez nous aussi en tant que professionnels l'adolescent et ses problématiques et pour toujours mieux les accompagner finalement face à ce qui les traverse là actuellement. Voilà, merci de votre attention. Merci Daniel pour cette description précise du dispositif. Il y a eu deux questions pratico-pratiques. Je crois que sur une, tu as un petit peu répondu, mais peut-être que tu peux aller plus loin sur les réunions cliniques. Est-ce que les psychologues donc peuvent participer à des réunions cliniques sur les situations dont ils ont la charge? J'ai pas repéré la personne j'ai pas pris le nom de la personne qui a posé la question. C'était Pierre. Il s'est absenté, je le vois plus à l'écran. D'accord. Bon, alors on va peut-être passer sur l'autre question, pour qu'il assiste à la réponse quand même. Donc plutôt la question de Didier, si je lis bien. Voilà, oui. C'est ça. Et sur les tarifs. Alors pour les tarifs sur les réunions, ce qu'on va faire, c'est proposer un tarif qui va correspondre au même temps de consultation finalement. Donc les réunions en général, nous, sont des réunions d'1h30. Et donc on va prendre le tarif qui va être le même que la consultation, finalement que le taux horaire de la consultation. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc une consultation de suivi, pour donner des chiffres, c'est peut-être plus clair. Sur Avenir, la consultation de suivi est à 30 €. Celle d'évaluation, comme on en parlait tout à l'heure, est à 45 € parce qu'on estime qu'elle peut être plus longue du fait de la rencontre, par exemple, avec les parents, pour faire une évaluation de la situation avec les parents aussi. Ce qui fait que la réunion des psychologues, on va la compter à 45 € aussi pour 1h30 de temps d'échange. Et puis c'est vrai que c'est aussi un temps qu'on va financer s'il y a des réunions à l'extérieur avec par exemple des partenaires pour échanger sur une situation clinique dans laquelle le psychologue intervient. Et là, on va demander juste au psychologue de nous faire un compte rendu quelque part de la réunion qui a eu lieu. Pour que simplement nous on puisse avoir une trace et être dans la continuité par rapport au dossier du jeune et puis à son suivi par rapport à la prise en charge, qu'on sache qu'est-ce qui a été échangé, est-ce qu'il y a des axes de thérapie ou de prise en charge qui sont décidés. Donc dans ces cas-là, voilà, la contrepartie au financement de la situation, de la réunion, ça va être de faire un de ces comptes rendus là par rapport à la situation du jeune et ce qui a été décidé. Il y a une autre question sur la liste des critères d'inclusion. En fait, il n'y a pas les conduites addictives. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas chez vous? Ça serait trop beau. Non, en fait, c'est pour ça que je disais aussi qu'on était dans le retravail des critères d'inclusion, parce que voilà, même moi en tant qu'ordinateur, je trouvais que il pouvait manquer certains critères d'inclusion ou qui nous interpellent. Il ne figure pas non plus, par exemple, le harcèlement scolaire, des choses, voilà, d'autres choses qui nous semblent pertinentes, ou le questionnement, par exemple, par rapport à l'identité sexuelle, ce qui se retrouve de plus en plus dans ce qu'accompagnent les psychologues du dispositif. Donc c'est pour ça on est en plein travail. Donc à la dernière réunion clinique, tous les psychologues étaient d'accord pour retravailler ces critères. Donc effectivement on va les affiner pour pouvoir rajouter aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des conduites addictives ou du moins des retours à des consommations, des rapports avec les jeux vidéo, avec les écrans qui peuvent nous questionner.
Donc c'est pour vous montrer qu'on est encore en travail sur ces questions-là. Mais c'est très pertinent effectivement qu'il y a des critères à rajouter. Je fais passer une question ou deux en attendant le témoignage de la MDA 68. Donc, sauf si la MDA 68 veut intervenir de suite et après qu'on passe à toutes les questions. Bonjour, oui. Moi, c'est peu importe, mais je peux rebondir sur le dispositif Passe Écoutez-moi dans le Haut-Rhin, et puis on peut peut-être voir si des questions se regroupent par la suite, comme vous voulez. Tout à fait. Non, mais très bien. Intervenez maintenant, il n'y a pas de souci, et comme ça, on passera effectivement à l'ensemble des questions pour la suite. Alors, je vais essayer donc déjà dans un premier temps de revenir rapidement sur ce qu'est le dispositif Passe Écoutez-moi. Je pense que vous en avez déjà parlé, mais peut-être juste pour rappeler. Et puis, je vais essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui pour faire un petit peu un parallèle de ce qui se passe dans le dispositif Passe Écoutez-moi ensuite. Donc, d'abord, le Passe Écoutez-moi, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2018-2019 dans 3 régions de France, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et le Grand Est. Et ça consiste en proposer 12 séances gratuites chez un psychologue pour les jeunes de 11 à 21 ans. Mais pour bénéficier de ces 12 séances, il est nécessaire d'être adressé par un médecin chez qui le jeune va pouvoir aller consulter en amont. Mais encore une fois, il sera adressé par les partenaires on va dire de première ligne, donc l'Éducation nationale, la MDA aussi, ou même les familles elles-mêmes. Et je pense il y a d'autres adresseurs, mais voilà, c'est les principaux, on va dire, en tout cas nous concernant. Et l'expérimentation traite bien de prévention, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore de troubles avérés, donc quand il y a repérage de difficultés psychiques sans qu'il y ait de troubles avérés, de besoin de consultation chez un psychiatre. Donc nous, dans le Haut-Rhin, on a mis en place cette expérimentation depuis, je dirais, 2019. Aujourd'hui, on a beaucoup de psychologues et de médecins, mais en entendant les témoignages d'aujourd'hui, alors pour vous donner une idée, c'est je crois environ 36 psychologues et 40 médecins, mais on travaille quotidiennement, régulièrement avec une poignée de ceux-ci, parce qu'en effet, certains n'ont pas forcément, ne souhaitent pas forcément se tourner vers la maison des adolescents, je pense, ou n'ont pas besoin, ou n'ont pas assez de suivi, en ont peut-être un par-ci par-là. Ça dépend aussi de l'implication ou la volonté d'implication dans le dispositif. Par exemple, ceux qui ont une dizaine de suivis de jeunes, on en entend beaucoup plus parler, ils reviennent beaucoup plus vers nous que ceux qui en ont un ou deux par-ci par-là. Au niveau des outils de suivi, de notre côté, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui sont pas très claires. Au niveau des outils de suivi, de notre côté, on a utilisé donc les outils proposés au niveau national, mais on s'est adapté un petit peu parce que il y avait beaucoup de choses qui revenaient sur la lourdeur du côté administratif, et on a essayé de réduire le nombre de fiches d'information. Bien souvent, c'est des fiches d'information pour transmettre l'information aux médecins ou aux coordinateurs ou aux psychologues. Et donc, aujourd'hui, on a réduit, et ce qui fait que ça reste toujours assez important, mais disons qu'on a essayé de réduire aux principales informations. Et je retrouvais pas mal dans les fiches d'inclusion que vous avez partagées des informations. Nous, les informations qu'on demande globalement, voilà, c'est l'état civil, les coordonnées, etc. On rentre pas forcément dans les symptômes, dans les critères, qu'est-ce qui ne va pas chez le jeune. On irait plus vers cet aspect-là dans des questionnaires. Je différencie bien les questionnaires d'évaluation que le médecin va utiliser s'il le souhaite pour l'aider un petit peu à affiner son évaluation. Le psychologue aussi peut l'utiliser, mais il les utilise beaucoup moins. Et la fiche d'information qui est vraiment transmettre les informations à chaque professionnel.
Et là où je trouve une différence effectivement par rapport à ce que vous avez présenté précédemment par rapport au dispositif à venir, c'est que le coordinateur ne participe pas à l'évaluation, à l'inclusion et à l'orientation du jeune en lui-même. Parce que comme vous, on n'a pas de lien avec le jeune, avec la famille, mais globalement les médecins et les psychologues font leur évaluation de leur côté. Après, on reste complètement disponible si jamais il y a besoin d'un affinage, mais disons que c'est pas systématique. Donc c'est pourquoi quand on nous transmet les informations, c'est des informations très générales. Ils peuvent noter selon les professionnels. Il y a un carré libre où ils peuvent vraiment noter ce dont ils ont observé, ce dont ils veulent partager, je pense, d'abord aux médecins et pas aux coordinateurs, par exemple. Et comme on a réduit le nombre de fiches d'orientation, avant il y avait une fiche d'information au médecin, enfin du médecin au psychologue et une au coordinateur, donc on les a rassemblées. Donc c'est vrai qu'il y a des informations que maintenant on a, mais qu'on n'utilise pas si on ne nous demande pas forcément d'avoir une réflexion dessus. Et pareil pour le psychologue, à la fin du suivi, il y avait une fiche d'information au coordinateur, une fiche d'information au médecin. On les a rassemblées, donc effectivement, encore une fois, on peut avoir des informations supplémentaires, mais voilà. J'ai vraiment apprécié l'idée il y a deux choses que je retrouve dans ce que vous avez parlé par rapport au dispositif à venir. C'est le fait que déjà l'importance de ne pas s'immiscer dans la pratique. C'est vraiment quelque chose que j'essaie en tant que coordinatrice de véhiculer aux professionnels. Moi, je me vois vraiment, comme vous l'avez dit, un liant, une ressource, un point. Un point sur lequel on peut se retourner en cas de souci, en cas de question, en cas de remarque. Comme on est dans une expérimentation, j'invite vraiment vivement les professionnels à me faire des retours pour pouvoir voir un peu comment ça fonctionne et avoir les avantages, les limites et pouvoir les garder en tête et les avoir quelque part, les noter, pouvoir les partager. Et il y avait aussi autre chose également qui m'avait marqué. Alors, attendez, parce que je l'avais noté peut-être ailleurs. Le fait que on peut avoir des contacts avec la famille de notre côté, mais c'est vraiment parce qu'on a les informations sur Internet et que ça peut avoir que les familles, par exemple, hier ou avant-hier, une maman m'a appelé, elle m'a expliqué rapidement sa situation et m'a demandé si elle pouvait bénéficier du dispositif. Elle nous avait trouvé sur Internet. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir lien avec la famille. On peut aussi avoir lien avec la famille quand il y a une volonté de changer de psychologue ou en tout cas quand ils ont des questions et qu'ils savent plus trop à qui s'adresser. Parce que nous, on essaie que les médecins évaluateurs ce soit des médecins traitants, mais c'est pas toujours évident parce que chaque médecin n'a pas forcément la même appétence et le même intérêt et ne connaît pas forcément l'expérimentation. Donc parfois le jeune va voir un médecin qu'il a jamais vu et qu'il ne reverra pas. Donc l'interlocuteur peut à ce moment-là être la coordination et la MDA. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y avait eu d'autres choses. Ah oui, justement le contact clinique, c'est aussi un autre aspect. Là, jusqu'à présent, j'ai parlé vraiment de l'aspect de la coordination administrative où moi, je garde les informations dans un tableau de suivi pour pouvoir faire un état des lieux à la fin de l'expérimentation. Mais il y a aussi vraiment l'aspect clinique où, comme dit, on est une ressource. On est une ressource importante en cas de souci. Je peux prendre l'exemple d'une psychologue qui était face à une jeune avec qui elle n'était pas du tout à l'aise. Il y avait des hallucinations, un discours étrange, etc. Et elle n'était pas à l'aise dans ce genre de situation, surtout qu'on est dans un dispositif de prévention. Donc là, et ça semblait présenter des troubles. Elle essayait de l'orienter en psychiatrie, c'était pas évident, donc elle m'a beaucoup sollicité pour déjà avoir des échanges, pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et je lui ai vraiment fait remarquer, enfin je l'ai vraiment accompagnée dans sa réflexion, accompagnée dans les démarches. Elle pouvait avoir l'avantage, comme vous l'avez dit aussi plus tôt, dans une profession libérale où parfois on peut se sentir isolé, de pas se sentir justement isolé, d'être accompagné, bien que j'avais pas forcément la solution, mais bien souvent j'ai pas la solution.
parce que ce qui peut le poser le plus souci, c'est la suite de l'accompagnement. Et donc, parfois, il me demande est-ce qu'on peut avoir des séances en plus. Je sais pas si je l'ai précisé, mais s'il me semble 12 séances. Donc, parfois, il demande des séances en plus. Mais donc là, c'est pas possible. Donc, j'échange avec eux et comme dit, j'ai pas forcément la solution. On essaye parce que, par exemple, en psychiatrie, c'est un peu compliqué dans le haut rang, comme je pense partout. Mais en tout cas, au moins, ils ont la possibilité de réfléchir en commun, sans compter, comme vous l'avez dit également, des rencontres régulières avec les professionnels. Donc là, ce sera une rencontre psychologue-médecin ensemble, ce qui permet, comme vous l'avez dit, de faire du lien, d'apprendre à se connaître, de pouvoir savoir avec qui on échange. Donc le Covid a été quand même compliqué parce que moi, j'ai pris la coordination depuis avril 2021 et donc depuis 2020, on se rencontre plus. Donc c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup d'échanges par mail, mais là, on va bientôt avoir une réunion en présentiel. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. On s'est vu en visio, mais c'est tout. Donc ça va être quand même, pour moi, pour tous les partenaires, ça va être quand même différent de pouvoir se rencontrer en réalité. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez partagé cette importance justement du lien et de pouvoir se connaître, pouvoir savoir avec qui on travaille et d'avoir, comme dit, de la ressource. J'ai l'impression que j'ai un peu rebondi sur les aspects dont je voulais rebondir, mais peut-être qu'il y a des choses qui semblent peut-être encore floues par rapport au dispositif, peut-être des choses qui peuvent être que je peux approfondir. Il y a une question effectivement sur est-ce que vous êtes en tant que coordinatrice vous-même psychologue? Oui, tout à fait, oui. Je suis à mi-temps à la MDA en tant qu'entretien, les missions de MDA et à mi-temps coordination. Il y a après pas forcément sur votre dispositif, mais ça peut être intéressant que chacun puisse revenir là-dessus. Au niveau aussi du côté pratico là sur le financement, est-ce que les séances pour lesquelles les jeunes ne viennent pas sans avoir prévenu, je suppose, est-ce qu'elles sont financées ou pas? Donc les séances, vous dites les séances de consultation ou de rencontre? Ouais, de consultation. Oui, alors elles sont financées. On a un budget à la MDA venant de l'ARS, si je me trompe pas. Et donc les séances de psychologue sont à un prix. Je sens ça va se crisper à un prix de 32 €. Et chez le médecin, donc c'est un acte APC, un acte ponctuel complexe. La question, c'était pour ceux les jeunes qui ont pris le rendez-vous et au final qui ne viennent pas à l'entretien psychologique. Alors, nous, on rémunère 3 séances non honorées. Et dans le dispositif à venir, ça serait intéressant de savoir aussi, Daniel. Oui, alors ce qui a été mis au point avec les psychologues d'Avenir, c'était que en cas d'absence, en fait, la séance est due par la famille ou le jeune, si jamais l'absence n'a pas été signalée avant. Et c'est assez intéressant parce que ça permet justement de rappeler aux jeunes et à la famille que même si elle a la gratuité, c'est-à-dire que les séances ont été offertes, que finalement la séance, elle a une valeur, en fait, qu'elle a une importance. Que sa parole elle est importante aux jeunes et que du coup s'il vient pas et si l'engagement n'est pas, c'est aussi de sa place à lui et de sa famille aussi qu'il y a quelque chose à régler du coup. Et voilà, on échange pas mal avec les psychologues là-dessus, mais c'est vrai que ça me semble une composante importante par rapport à la gestion des absences parce que ça vient signifier justement la valeur de ce moment-là, de ce temps-là. Et puis de l'engagement aussi, bien sûr, hein, dans ce genre de prise en charge. D'accord, merci. Il y a aussi une question sur une réflexion aussi sur l'accueil anonyme des jeunes à la MDA. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez y répondre parce qu'effectivement, quand il y a consultation psychologique, l'anonymat, si je ne me trompe pas, peut pas être maintenu. Donc peut-être répondre là-dessus sur comment on amène le jeune à lever l'anonymat quand il y a besoin de séances psychologiques. Alors peut-être rapidement, puisque moi je pense pas pouvoir avoir beaucoup d'éléments. Je sais que nous, ça arrive très rarement qu'un jeune demande à être anonyme à la MDA. Mais c'est vrai que on travaille
on travaille, on prend le temps de travailler justement ce besoin de, surtout quand le jeune est mineur, d'inclure les parents effectivement, puisqu'il y a besoin, alors à la MDA pas forcément du consentement, mais en tout cas pour le dispositif, si à un moment donné le jeune serait orienté, du consentement des parents. Donc effectivement, il y a besoin de prendre le temps de travailler cette question d'anonymat. Là, je suis vraiment axée sur le dispositif, mais en fait, pour la MDA, oui, s'il y a besoin d'un psychologue, effectivement, on va le travailler. Mais comme ça n'arrive pas souvent, j'ai pas forcément d'éléments concrets à partager de mon côté. Du côté d'avenir, c'est vrai que du coup, c'est aussi une des limites, hein, c'est-à-dire que effectivement, si un jeune ne voulait vraiment pas que ses parents soient au courant d'une démarche, ça pourrait pas se faire dans le cadre du dispositif à venir. Et dans ce cas, il faudrait plutôt penser à comment, par exemple, il pourrait être reçu physiquement à la maison des ados la plus proche de chez lui. Mais c'est vrai que même dans les situations qu'on rencontre à la maison des ados, en tout cas sur les quelques-unes que j'ai pu voir, c'est vrai que quand même les parents souvent sont au courant de la démarche du jeune, voire sont les demandeurs. Et du coup, c'est pour l'instant assez rare qu'il y ait des situations où vraiment le jeune n'y est pas du tout favorable. Je repense à la situation que Monsieur Ray a évoquée hier aussi avec nous. C'est vrai que là, par exemple, il y a un jeune qu'il a pu accompagner pour que finalement le jeune accepte finalement que son parent soit au courant de la démarche, signe les papiers, voilà, et ça a été tout un accompagnement. Ce qui peut être intéressant justement, hein, c'est-à-dire que c'est pas quand on appelle tout de suite qu'il y a une réponse automatique de oui, vous pouvez dire qu'on va faire une inclusion et qu'il va y avoir un suivi commencé. C'est aussi que parfois il faut temporiser, dire revenez vers le jeune, peut-être voir avec quoi il est d'accord ou pas, qu'est-ce qu'il va pouvoir se travailler ou pas. Et dire voilà quelles sont les possibilités aux jeunes aussi en fonction de sa démarche et de sa demande effectivement. Alors je me permets de répondre aussi par rapport à quelque chose d'intéressant qui a été dit par rapport à la place des maisons des ados. Il me semble que la place des maisons des ados aussi c'est par rapport aux professionnels qui sont interpellés par des adolescents, de pouvoir être là aussi pour ces professionnels et pouvoir être là pour entendre eux aussi qu'est-ce qu'ils repèrent et qu'est-ce qu'ils ont comme repérage d'une situation de fragilité d'un adolescent. Et il me semble intéressant du coup pour des territoires éloignés de la maison des ados que nous, en tant que professionnels de maison des ados, on puisse être un appui à ces professionnels, même si c'est à distance, par téléphone. Et avec à venir, la possibilité aussi, c'est que le jeune puisse être reçu par un psychologue assez rapidement en termes de délai, mais aussi assez rapidement en termes de jalons. C'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de relais dans la prise en charge puisqu'il va y avoir l'adresseur qui va repérer le jeune, moi à distance qui vais écouter l'adresseur et proposer l'orientation. Et donc la deuxième personne qui va être reçue dans le parcours du jeune, ça va être le psychologue finalement, qui lui-même va pouvoir faire une évaluation et avec qui on reste en lien. Ce qui fait que sans passer par la maison des ados, le jeune va pouvoir assez rapidement être reçu par un psychologue. Et ça, pour moi, c'est aussi gage de pouvoir assez rapidement répondre à la demande d'un adolescent qui est en demande de ça. Même si la porte d'entrée se fera pas directement parce que le jeune est rentré à la maison des ados et que nous, en tant que maison des ados, on a pu évaluer la situation. Et comme le rappelait Monsieur Rigoulot hier, c'est aussi partir des professionnels de terrain, de partir de ce qu'il y a plutôt que de ce qu'il n'y a pas, on va dire. D'accord, merci. On a une mail là sur la MDA de Brest. Donc, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Loïc Jousny, psychologue et responsable de la MDA de Brest. Merci à tous les intervenants de ce matin. Je voulais demander si, dans les expérimentations, les expériences que vous avez, il y avait une place possible, alors que ce soit Avenir, GEPLO, Écoutez-moi, à des accompagnements mixtes, c'est-à-dire des jeunes qui seraient adressés vers un psychologue libéral à titre individuel et de façon parallèle et complémentaire, une prise en charge familiale par une maison des adolescents, sachant que au-delà de la pertinence clinique, évidemment, là, c'est toujours aussi du cas par cas, mais les entretiens familiaux que l'on fait habituellement dans les maisons des adolescents, c'est difficile de les faire à moins d'1 heure, 1 heure et demie souvent, et qu'il peut y avoir peut-être une pertinence à associer les deux. Alors, je ne sais pas si vous en avez l'expérience et si vous trouvez, vous, que c'est judicieux de pouvoir le faire. N'hésitez pas à répondre. Moi, j'ai pas bien compris la question. Un mixte, j'ai peut-être loupé un élément. Alors, quand je dis mixte, c'est-à-dire qu'une maison des adolescents a-t-elle la possibilité, par exemple, cas de figure, d'adresser un jeune qui en aurait la demande vers un psychologue libéral
dont les consultations seraient remboursées, tout en proposant de faire un travail familial avec le jeune et ses parents à la maison des adolescents, par exemple. Nous, de notre côté, j'ai pas le souvenir, moi, du temps que j'y étais, du temps que j'y suis, je veux dire, que ce soit arrivé, mais je pense que c'est pas, ça pourrait clairement, ce serait clairement possible. Ça me paraît pas ça me paraît intéressant et possible, effectivement, oui. En sachant que on laisse aussi, mais ça c'est encore autre chose, on laisse aussi la possibilité des personnes qui sont suivies dans le pass Écoutez-moi d'avoir un accès plus direct. Alors plus direct, c'est un grand mot, mais disons pas sans passer par un premier accueil vers le psychiatre aussi. Je le reprécise aussi, si jamais il y a besoin d'un avis psychiatrique. Mais pour un suivi éducatif, ça me paraît, ça paraît tout à fait possible, oui, de notre côté. Pour te répondre, Loïc, donc sur Avenir, pareil, je crois que ça s'est pas présenté pour l'instant d'avoir ces deux choses à la fois. Ce qui s'est présenté, c'est par exemple un psychologue Avenir qui, dans sa pratique hors Avenir, reçoit une famille sur une thérapie familiale, par exemple, et Avenir est mis en place pour le jeune de façon individuelle. On n'a pas encore eu cette situation, je crois, sur la maison des ados, mais je vois pas pourquoi ça serait pas possible, puisque si c'est bien délimité dans les places et dans les prises en charge, je pense que ça peut tout à fait s'imaginer, effectivement. Je me permets d'intervenir aussi là-dessus. Je crois que la question, elle renvoie à une des raisons pour lesquelles on a aussi souhaité déployer ce dispositif à venir sur un territoire en particulier, c'est que pour nous, la vocation de créer des espaces de coopération de partenariat avec des psychologues libéraux, c'est bien une des manières de répondre à la vocation départementale de la MDA. Donc c'est vrai que la situation s'est pas présentée dans la mesure aussi où on peut avoir des adolescents qui vont en consultation chez les psychologues libéraux, mais qui sont éloignés de l'antenne de la MDA elle-même. Donc c'est vrai que ça serait curieux d'avoir une famille en travail thérapeutique dans la MDA et par ailleurs une prise en charge du jeune sur le réseau, dans la mesure où la MDA elle-même elle est pas immédiatement accessible pour cette famille parce qu'elle est éloignée. Sauf si effectivement à ce moment-là l'ado habite loin de ses parents sur le même territoire, ce qui est aussi une possibilité. Et je reviens aussi sur la question autour de l'accueil anonyme en MDA. Je crois qu'il y a bien un distinguo entre ces deux dispositifs. Les MDA, elles ont le souci de préserver cette possibilité d'un accueil anonyme pour les adolescents. C'est important de pouvoir sanctuariser un espace dans lequel un adolescent peut se présenter de manière anonyme pour élaborer une pensée. Tout le travail de l'équipe de l'MDA, c'est de voir dans quelle mesure, si un travail qui s'engage avec un psychologue, l'intérêt est aussi d'y associer la famille. Donc, toutes les MDA affichent ce principe de l'anonymat. C'est un principe qui est effectif dans les MDA. Assez spontanément, ce principe-là, il est désarmé, j'allais dire, par l'adolescent lui-même qui spontanément donne facilement son identité sur 99,9% des situations. Il n'empêche que c'est quand même important de pouvoir continuer à l'afficher comme étant un principe. Autre chose, et ensuite, effectivement, la mise au travail dans le cadre d'un dispositif type Avenir, où oui, il faut une autorisation parentale pour engager un travail avec le psychologue dans ce cadre-là. Très bien, merci. L'équipe de la MDA 32, vous aviez levé la main? Je ne sais pas si vous l'avez baissé. Alors, oui, c'était pour répondre justement à la question précédente. Nous, effectivement, on peut recevoir la famille spécifiquement ici parce qu'on a une thérapeute familiale, en fait. Donc, il est tout à fait possible d'avoir une prise en charge dans le cadre du réseau en libéral et de recevoir en parallèle la famille au sein de la maison des ados. Voilà, c'était juste pour préciser notre fonctionnement à nous. Merci. Nous aussi, sur la MDA 31, en fait, on a aussi envisagé cette possibilité grandement, parce que pour l'instant, on est dans la première étape où c'est l'équipe de la MDA qui va orienter vers les psychologues libéraux. Quand ça sera les adresseurs, ça pourra être en direct aussi. Mais surtout, on a une grosse population de jeunes qui est étudiant et qui est sur Toulouse. Et pour autant, quelquefois, ils n'habitent pas le week-end et les vacances sur Toulouse. Ils sont aussi en périurbain. Donc, en fait, c'est favoriser aussi cette mixité pour leur permettre à la fois
un accompagnement qui est pas gênant sur Toulouse parce qu'ils y passent la semaine, et parfois on pourrait avoir des accompagnements psychologiques plus en proximité suivant voilà, leur emploi du temps aussi. Juste pour finir là-dessus, pardon, pour préciser à Loïc, effectivement, après, si c'est une demande de la famille, hein, c'est évident que la MDA peut engager ce travail-là. Là, je disais juste que comme on a structuré nous le dispositif en termes de réponse territorialisée, c'est vrai que ça s'est pas présenté. Maintenant, évidemment, le fait que les dispositifs soient portés par des MDA, c'est aussi la garantie pour que ces familles-là aient accès à l'ensemble de la palette des services d'une maison des ados. Simplement, comme c'est localement, géographiquement situé sur un territoire, pour l'instant, effectivement, ça s'est pas présenté. Je disais qu'on allait peut-être revenir sur la question de Pierre. Donc, je ne sais pas si Pierre est revenu, parce que des Pierre, il y en a plusieurs, je vous avoue. Donc, je ne sais pas quel Pierre a posé la question. Il est revenu, je crois. Il est revenu, d'accord. C'était sur la possibilité de faire une covision sous la forme de présentation de situations cliniques. En fait, c'était la question qui était arrivée quand on parlait du dispositif à venir. Alors, pour répondre, je suis pas certain de comprendre s'il s'agit de covision entre les psychologues du dispositif, si c'est une covision plutôt du psychologue coordinateur avec sur les situations amenées par les psychologues qui sont en train d'être prises en charge. Voilà, je sais pas si la personne qui a posé la question veut bien préciser sa pensée, peut-être. En fait, non, une covision entre les psychologues ou les thérapeutes. Moi, je suis pas psychologue, je suis thérapeute, de façon à pouvoir élaborer un peu notre clinique et puis effectivement étendre les échanges. Enfin, ce que vous avez expliqué, que j'ai trouvé tout à fait pertinent sur comment on va co-construire nos pratiques et se soutenir dans nos pratiques. Voilà. D'accord, merci pour la précision. Alors effectivement, une des vocations des réunions qu'on a notamment ensemble en tant que psychologue et puis que psychologue d'un même collectif, ça va être aussi d'échanger sur des situations cliniques, là où il y a effectivement des situations compliquées ou qui nous interrogent ou où on sent aussi une butée quelque part dans la prise en charge. Tout à fait, ça peut être un espace aussi pour ça. Et qui peut se faire entre les psychologues à ce moment-là, oui, tout à fait. Il y a une autre question, mais je la comprends pas en fait. Est-ce que monsieur, madame le maire de la maison des ados 50 pourrait intervenir? Oui, donc bonjour, donc c'est madame, et en plus je change de nom maintenant, c'est Lefebvre. Mais ça, c'est pas grave. Oui, c'était plutôt une réaction globale. Je me rappelle ça fait 10 ans que je dirige la maison des adolescents de la Manche, et je me rappelle la première fois qu'avaient été présentés ces projets de dispositifs en réunion nationale des maisons des ados. Au-delà de l'enthousiasme que ça suscite, ça va interpeller grandement la question que j'essayais de reformuler, ce qui n'est pas évident, c'est finalement quid de la place de base d'accueil des maisons des ados. Et ça nous avait déjà interpellé à l'époque, hein. C'était bien d'ailleurs qu'on en discute, c'est de dire que les maisons des adolescents, notre travail de base avec des professionnels qui sont pour la plupart pas des psychologues, c'est d'accueillir, recevoir la première demande d'intention d'un jeune ou d'un parent ou d'un professionnel. Et moi, ce qui m'avait interpellé, c'était ce que je relis dans les flyers que je vois dans ces dispositifs, c'est les mêmes mots-clés. Mal-être, questionnement, mal de ventre, ça va pas. Or, c'est exactement sur ça qu'on communique, sur il y a un lieu pour vous en physique sur les départements que sont des maisons des ados. Et en deuxième intention, après évaluation par le travail des accueillants écoutants, qui est ensuite revu bien sûr avec d'autres professionnels que sont des psychologues, mais qui ne voient pas les jeunes, bien évidemment, si pertinent s'il y a de proposer autre chose et s'il y a une demande vers un travail type avec des psychologues. Et là, tout ce que vous présentez, c'est exactement ce qu'on est en train de réfléchir avec la CPAM de la Manche, qui participe à ces vidéos depuis hier, pour inventer cette deuxième ligne au-delà, en plus de tout ce qui relève vers la pédopsie dans notre département. Mais moi, ce qui m'interpelle et qui gratte, mais c'est bien que ça gratte, c'est que j'ai l'impression que, mais c'est peut-être une erreur de ma part, qu'en première intention, les habitants, les jeunes peuvent aller direct vers le travail avec des psy libéraux coordonnés par les maisons des ados. Ça me questionne lourdement. Je pense, dans ce sens que cliniquement parlant, déjà, on préoriente quelque chose. Or, je trouve que c'est le rôle vraiment de la maison des ados d'être là en première intention. Nous, dans la Manche, il n'y a que 8% de toutes les situations qu'on rencontre pour lesquelles un travail complémentaire ou en libéral
ou en structure est à construire. Et c'est sur ce 8% qu'on va vraiment mettre en place les dispositifs comme j'entends là. Or là, peut-être à tort, j'ai l'impression que c'est, entre guillemets, direct. C'est ça que j'aurais besoin de clarifier. J'étais pas là hier et je m'en excuse. Si je peux commencer à répondre nous concernant, c'est une question qui revient régulièrement de savoir pourquoi les MDA, par exemple, ne peuvent pas orienter directement vers les psychologues. C'est quelque chose qui revient. On n'a pas de réponse encore pour l'instant. Par contre, là où quand je dis les MDA orientés directement sans passer par des médecins, parce qu'effectivement, ça arrive qu'on reçoive, et c'est, je pense, beaucoup des situations, que ce soit la MDA qui accueille dans un premier temps et qui réoriente vers le dispositif, mais alors d'abord vers le médecin et ensuite vers le psychologue. Ça fait beaucoup de professionnels. Donc là, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est aussi questionnant. Mais comme dit, nous, on oriente beaucoup vers le passe écoutez-moi parce que on est les professionnels qui connaissent le plus. Mais en soi, c'est vrai que ça serait intéressant que les premiers accueils puissent orienter directement. Je vous rejoins à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, la difficulté, c'est le nombre de professionnels rencontrés par le jeune qui peut être vraiment lourd. Ce que j'entends dans la question de Katia, c'est du côté de justement le rôle de premier accueil de la maison des adolescents et le fait que dans les dispositifs, assez rapidement, le relais est passé vers le psychologue libéral. Deux choses dans le Gard, deux actualités là-dessus dans le Gard. Du côté d'Avenir, le dispositif est coordonné par Daniel. Donc, un adolescent en souffrance est repéré par un adresseur et cet adresseur interpelle le coordinateur. Donc, il y a un temps d'échange avec Daniel pour évaluer la situation. Donc, c'est pas dans Katia, ce que tu disais, j'entendais l'accès direct de l'adolescent au psychologue libéral. Non, il y a vraiment ce sas, ce qu'expliquait Daniel, qui permet de faire des allers-retours entre l'adresseur, de cerner avec lui son inquiétude, ce qu'il repère, de voir qu'est-ce que lui projette de sa propre inquiétude, qu'est-ce qui relève de la dynamique de l'adolescent lui-même, pour ensuite une orientation vers une prise en charge libérale. Donc, ça serait comme un accueil en MDA, mais qui est distancé et qui se fait par le regard d'un adolescent ou d'un adresseur en direction d'un coordinateur. Donc, il n'y a pas de clinique directe de l'adolescent vers le coordinateur. C'est à partir de ce qui est repéré par un adresseur vers le coordinateur. Deuxième, je te laisse la parole après, Katia, je vois que tu veux réagir. Deuxième configuration dans le Gard. Muriel Gauthier est en train d'explorer un autre modèle encore, c'est-à-dire une articulation entre une équipe d'accueillants de la MDA et un réseau de psychologues libéraux, donc où c'est l'équipe MDA qui ferait office de coordination, et Muriel, tu me corrigeras, et où là, les modalités du recours, elles sont multiples, on est en train de les explorer, mais ça peut être d'abord le motif effectivement d'éloignement territorial, ce qui fait que l'adolescent a besoin de prise en charge proche de son domicile, donc il peut pas se faire au sein de l'antenne MDA auprès de l'équipe d'accueil MDA. Ça peut être en termes de disponibilité d'une écoute psy au sein de l'antenne MDA, c'est-à-dire les psychologues de l'antenne sont saturés et il nous faut une ressource assez rapide. Ça peut être aussi en termes de spécialité, c'est-à-dire les MDA, elles sont pas omnipotentes, les équipes des MDA, elles sont pas omnipotentes et parfois on n'a pas la ressource en interne. Par contre, on a conventionné avec un professionnel libéral qui est mieux à même de répondre à cette question-là. Je sais pas si Muriel s'identifie à ce jour d'autres configurations, c'est vraiment un travail qui est en cours. Mais ça me permet, voilà, je crois que c'est comme ça un peu qu'on peut répondre à Katia. Oui, je te remercie. J'étais en train sur les starting blocks, mais tu as bien brossé un peu le tableau. Il y a une petite différence aussi, c'est que nous, on tient dans l'équipe d'accueil, même sur le site de Nîmes, et notamment les 3 ou 4 psychologues qui interviennent, à faire également de l'accueil généraliste. Donc, ils sont pas toujours en seconde intention. Ils participent, et on y croit aussi, au travail des adresseurs dans ce repérage, un démarrage, et puis aussi à un travail d'accueil généraliste, d'accueil-écoute par des psychologues. Sur la Haute-Garonne, là, nous, le dispositif qu'on construit, l'accueil à la MDA de la Haute-Garonne, c'est un accueil fait par des travailleurs sociaux, exclusivement. Et ensuite, nous, les psychologues, interviennent en deuxième intention. Et donc, les situations, en fait, sont vues en équipe pluridisciplinaire suite au premier accueil pour décider d'emblée si on va orienter sur un psychologue en libéral parce que, justement, il y a la question aussi de l'éloignement ou de la spécificité des psychologues qui, comme vient de le dire Muriel et Philippe, ou si le lien en fait
du jeune avec la MDA est fragile et que si on l'oriente en externe direct, on pense que peut-être que la rencontre ne pourra pas se faire parce que la démarche pour le jeune a été compliquée. Et dans ces cas-là, ça sera plutôt nos psychos en interne qui vont prendre en charge ce jeune-là pour après avoir, là on n'a pas encore de recul, à savoir comment un jeune aussi peut investir une relation avec un psycho de la MDA pour après passer en libéral plus en proximité ou pas. Bon, voilà, toutes ces questions se posent aussi chez nous, où là, on est vraiment au début du dispositif. Donc, pour nous, ça sera intéressant de refaire une séance dans quelques mois pour savoir où on en est. Mais c'est vrai que on est tellement organisé différemment, toutes les maisons des adolescents, que ce dispositif, c'est vrai on essaye de l'adapter suivant notre configuration et suivant la réalité territoriale également. Donc, c'est ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de confronter un peu toute notre vision de ces dispositifs en fonction de la réalité territoriale et de la composition des équipes. Enfin, moi, je trouve que c'est très rafraîchissant. Enfin, ce qui fait que beaucoup d'entre nous, on commence à être un peu des routards des maisons des ados. Si on est là depuis si longtemps, c'est justement cette capacité d'innovation, de rebondir, de ne pas avoir peur de tester. Enfin, moi, je trouve qu'en tant que professionnel, c'est vraiment jouissif, quoi. Petite parenthèse. Du coup, à vous entendre, ça renforce un peu ce qu'on avait peut-être besoin aussi de vérifier, entre guillemets, ici, c'est que le côté territorial que dit Philippe, nous, c'est ce qu'on a vraiment déclenché pour notre maison des ados. On n'a que 10 ans, et là, on est rendu à 17 lieux sur le département d'accueil, sur un département. Et donc, du coup, on était plutôt parti sur cette idée de territorialité. Maintenant, on fait l'aller vers en tant que maison des adolescents. Et on est en train de réfléchir à construire cette maillage autour de nous maintenant, et avec la pédoxie depuis le début, mais qui se resserre sur des territoires, mais du coup avec les libéraux, et vos expériences vont énormément nous aider. Mais vraiment, là, la CPM nous a rencontrés et donc assiste à ces visios pour qu'on puisse réfléchir à déclencher des choses dès maintenant. Et c'est vrai que vous entendre, pour nous, c'est du bonheur, même si ça nous frotte, mais c'est comme ça qu'on travaille et c'est très, très, très bien. Mais j'entends le côté territorial, j'entends le côté maillage, intention. Nous, on est parti aussi sur l'idée de la place des médecins. En aucun cas pour prescrire des demandes de suivi en psychologique. C'est si on a évalué, nous, maison des ados, la pertinence ou pas, qu'il y ait une évaluation médicale au vu de la situation. Et là, apparemment, on serait plutôt sur cette idée-là. Et ensuite, par contre, on positionnerait presque en troisième ligne le plateau technique que peuvent représenter les deux hôpitaux chez nous. On a la chance d'avoir 2 hôpitaux psy sur le territoire, un public, un privé, donc avec des organisations différentes, qui seraient finalement presque en troisième ligne, sachant qu'on n'est pas obligé de passer par la 1, la 2, la 3, bien évidemment, au vu des situations. Mais l'idée derrière, c'est de désengorger les hôpitaux qui, pour nous, n'arrivent plus à prendre en charge les situations de multiples traumas, tellement elles sont engagées par les autres situations. Et donc, nous, on imagine peut-être très naïvement que ce que vous nous présentez serait peut-être une possibilité, finalement, en effet boomerang, de permettre aux hôpitaux de mieux faire leur travail en termes de temps pour tous les gamins qui sont en grand trauma et ceux aussi qui sont suivis par l'ASE ou qui sont dans des structures médico-sociales et ça explose de partout, mais ils n'ont même plus le temps de les recevoir. C'est un peu ça notre intention secondaire et notre espoir dans ce dispositif en renfort avec le lien avec les psychologues libéraux, mais de manière structurée avec les postes de coordinateurs. Voilà un peu l'idée derrière pour nous et ce que je viens chercher un petit peu dans mes questions. Alors, désolé pour ceux qui me connaissent, j'ai pas peur de poser les questions un peu directement, mais au moins j'ai les réponses. Et entre maisons des ados, on peut avancer comme ça et c'est vraiment un plaisir. Merci. Mais un petit message, si ton interlocuteur CPM de Bretagne peut se mettre en lien avec la CPM du Gard pour soutenir les efforts en ce sens, ça serait une bonne chose. Pas que le Gard d'ailleurs. Alors, nous, c'est Normandie, la Manche, c'est dans la Normandie. Mais oui, d'ailleurs, quand on leur a présenté ces visios, ils se sont saisis tout de suite. Enfin, c'est formidable, quoi. Ils sont à 2, la CPM de la Manche, ils sont là avec nous. Enfin, c'est vraiment une grande, grande chance. Mais c'était l'idée. Hein. Et le fait de pouvoir tricoter finement par département, enfin, quelle chance. Très bien, merci beaucoup pour ces échanges. Là, vous avez ouvert un autre champ encore d'intervention qui serait passionnant par rapport au rôle de la psychiatrie aussi et au relais.